Aujourd'hui, Odile Mattei vous emmène à Ambérieu-en-Bugey, situé à 32 km au sud-est de Bourg-en-Bresse, dans le département de l'Ain. Bonjour à tous, merci de votre grande fidélité à ce magazine Pouce Café qui vous emmène effectivement dans l'Ain, à Ambérieu-en-Bugey, à l'occasion du 5e Festival international de diaporama qui va se dérouler du 30 avril au 2 mai. Christian Arzalier, bonjour. Bonjour. Alors Christian, vous êtes l'organisateur de cette grande fête, oui, de ce festival. Tout d'abord, j'aimerais connaître votre définition du diaporama. Eh bien, voilà une excellente question pour une émission de télévision, parce que le diaporama, ça n'est pas de la photographie, ça n'est pas non plus de la vidéo, ça n'est pas non plus du cinéma. Alors qu'est-ce que c'est? Mais c'est quand même une réalisation audiovisuelle, et c'est pour ça que je veux me battre pour la défendre. C'est une réalisation qui associe la technique, bien sûr, le principe de départ étant l'utilisation d'un minimum de 2 projecteurs avec le passage de l'un à l'autre, dans le jargon que l'on utilise nous et qu'on appelle le fondu enchaîné. Oui. Et puis après on peut augmenter à l'infini maintenant avec les possibilités actuelles le nombre de projecteurs. Mais donc ça consiste à partir de ce point de départ-là et de réaliser une bande de son qui va avec, et donc de faire une œuvre complète. Si vous voulez, comme le dirait un ancien diaporamiste, c'est une goutte ou 2 gouttes de paroles, une goutte de musique, et puis une demi-goutte de magie pour compléter le tout et faire une véritable réalisation artistique. Nous, on appelle ça du diaporama de création. Voilà, donc diaporama de création à l'honneur ici à Ambérieu, dans le département de l'Ain, du 30 avril donc au 2 mai. Et pour tout renseignement, la mairie est là, l'office du tourisme, et on reparlera avec vous, voilà, Christian, en fin d'émission, de tout ce qui va se passer dans cette bonne ville d'Ambérieu. Michel Rip, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ambarois de naissance et bressan de souche. Exact. Donc tout ça, c'est un programme. Hein. Alors, vous vous intéressez à l'histoire de cette ville. À l'histoire d'Ambérieu. D'Ambérieu. Oui. Alors déjà, quand en Rhône-Alpes-Auvergne, on vous dit « Mais où est-ce que vous habitez, Ambérieu? C'est où ?» Ambérieu, c'est un chef-lieu de canton de 12 000 habitants du département de l'Ain, qui est au nord-est de Lyon à 50 km, à 110 km à l'ouest de Genève. Et pour le situer par rapport au Jura, je le mettrai au milieu entre le Haut-Bugey de Nantua et le Bas-Bugey de Belay, en limite des monts du Jura et près de la plaine. Historiquement... Oui, alors je vais vous demander un exercice assez périlleux pour tous les passionnés d'histoire, c'est résumer, je ne sais pas combien de siècles d'histoire en 2 minutes, Michel. Oui, historiquement, Ambérieu tient son nom soit des Ambars, un peuple gaulois, soit d'un Romain qui s'appelait Ambarius. Les historiens ne sont pas d'accord, c'est pas moi qui vais résoudre le problème. Il est cité vers 830, il est détruit en 1361, on ne laisse que l'église à la suite d'une guerre, et c'est Saint-Germain qui prend le relais, qui devient le bourg principal avec son château, avec son bourg en dessous et ses maisons fortes. Et 1810 a amené l'industrie dans la commune d'Ambérieu et plus particulièrement dans le vallon de Vareille, le long du Gardon, qui était la source d'énergie. Alors, Vareille, c'est un quartier? Vareille était à l'origine un hameau d'Ambérieu. Ça reste toujours un hameau d'Ambérieu, mais ça a été, comme le disait Michel Vanet, la première zone industrielle d'Ambérieu. Pourquoi? Puisqu'il y avait l'eau du Gardon, et l'eau du Gardon a servi de force motrice aux usines et aux moulins. Et les usines ont remplacé les moulins, des moulins ont été reconstruits, les usines ont vécu un certain temps, ce sont les frères Hénard, les 3 frères Hénard qui venaient de Lyon, qui ont implanté ces usines pour en faire des couvertures de laine pour l'armée. Ensuite, vers 1840, l'usine a fermé, elle a plus ou moins bien vécu, et elle a été rachetée par plusieurs propriétaires successifs, et c'est Jean-Marie Sorlin qui l'a transformée en filature de soie. Après ces filatures de soie est venu le tulle de soie, et ensuite, après la guerre, le tulle de rayonne, et les usines ont fermé en 1950, 60, les dernières ont fonctionné jusqu'en 1960. Et certaines ont gardé encore leur aspect initial presque. Il en reste une, l'usine des frères Hénard, dont le dernier propriétaire était la famille Boilet,
Elle tombe en ruine, elle a été plus ou moins pillée, mais on peut encore y trouver, y voir les métiers à tisser sont toujours en place. Et l'usine qui était en dessous, l'usine Revol qui filait des couvertures, il reste encore quelques pièces, notamment des... Donc Vareille, c'est un quartier d'Ambérieu qu'on peut visiter. Vareille, c'est un joli quartier d'Ambérieu qu'on peut le découvrir. Voilà, on peut le découvrir avec ce livre, oui, que puisque j'ai fait des recherches sur les Vareilles, eh bien j'ai mis ça sur le papier pour en faire. Et en 1856, qu'est-ce qu'il arrive ici à Ambérieu? Je dirais pas que c'est Zorro, mais c'est le train. C'est le train, ben, c'était en quelque sorte Zorro pour Ambérieu. Et ça va nous amener à la séquence archive d'Adrien avec l'arrivée d'un train en gare d'Ambérieu. De quand datent ces archives? 1895, elles sont prêtées par la Fondation des Frères Lumière. Et regardez, c'est un des tout premiers travelling de l'histoire du cinéma. Gérard Joude, bonjour. Bonjour. Alors la ville d'Ambérieu doit son développement en grande partie à l'arrivée de ce chemin de fer. Alors Ferdinand Pirala, pour laisser une trace, a fondé un musée, c'est le musée du cheminot. Voilà. Et comme vous en occupez. Comme vient d'être dit par Michel, l'arrivée du chemin de fer en 1856 va bouleverser la vie des habitants d'Ambérieu. Bien sûr, ça va être un bouleversement non seulement au niveau des techniques, au niveau des transports, mais également au niveau des mentalités. Et ce chemin de fer va se développer lentement dans les débuts, puis après de plus en plus de façon importante. Ce qui fait qu'Ambérieu a un passé ferroviaire extrêmement important. Et il ne fallait pas le laisser aux oubliettes. Voilà, il ne fallait pas laisser mourir ce patrimoine ferroviaire, d'où l'idée, il y a une dizaine d'années maintenant, de créer ce musée du cheminot d'Ambérieu. Alors il faut dire que c'est une association qui s'en occupe, 90 membres, oui. Et la plupart, vous êtes des anciens ou des actuels 90 membres, hein. On va dire que sur les 90 membres, une bonne partie collabore au fonctionnement de ce musée. C'est essentiellement, oui, des cheminots, des non-cheminots, mais ce n'est pas uniquement. En tout cas, ce sont cheminots. des passionnés. Voilà, hein, des passionnés d'histoire ferroviaire qui ont mis au départ leur collection personnelle en commun pour créer donc ce premier musée. Et puis, bien sûr, au fil des années, il s'est développé. Les collections se sont enrichies, on a amélioré la présentation de ces collections, ce qui fait qu'aujourd'hui, sur 2 étages, à peu près 600 mètres carrés, on a une rétrospective de tous les métiers de cheminots, et Dieu sait s'ils sont nombreux, ce qui nous a permis, entre autres, de n'oublier personne. Alors, qui accueille les visiteurs? Il faut dire que votre musée est ouvert le samedi et le dimanche, l'entrée est gratuite, mais voilà. Qui accueille? Eh bien, c'est les bénévoles, c'est les cheminots, les anciens cheminots. C'est donc des gens qui ont quand même une connaissance du milieu ferroviaire, qui sont capables de faire des visites guidées, commentées, de donner les explications utiles, de faire fonctionner toutes les maquettes que nous avons animées de façon à rendre les visites le plus agréables possible. C'est donc essentiellement une visite donc, organisée par des gens du métier qui donnent toutes les explications utiles. Michel Vanet, on peut dire que grâce à ces passionnés, les objets d'autrefois vivent. Oui, c'est des moments extraordinaires de les entendre commenter la visite et vraiment c'est tout de même 3000 ou 4000 visiteurs. Hein, cette année, on compte bien atteindre les 5000 visiteurs. Allez, ben j'espère que ce sera grâce à Pousse Café. Merci Gérard. Allez, une petite balade bucolique vers le château des Alimes. Alors, ce château est classé monument historique depuis 1960 et il est la propriété de la ville d'Ambérieu. Il a été construit à la fin du XIIIe siècle et c'était une citadelle militaire, Michel. Hein? Oui, c'était une citadelle militaire. C'est d'ailleurs un très bel exemple d'architecture militaire. C'est très imposant, aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur.
On y accède facilement en voiture. Et puis il faut dire qu'aussi aujourd'hui, il y a des spectacles, il y a des expositions. Ce château n'est pas abandonné. Non, quand on s'y rend, on peut d'abord visiter la citadelle et ensuite visiter les expositions qui y sont organisées. Voilà. On va parler d'un autre point, d'un autre pôle important après la voie de chemin de fer, la création donc de la gare d'Ambérieu, c'est l'aviation. Hein, ici. Alors avec vous, bonjour colonel Jean-Pierre Mordant, vous commandez la base aérienne d'Ambérieu. Oui. Alors, est-ce qu'on peut dire que cette ville d'Ambérieu fut le berceau de l'aviation du département de l'Ain? Ou peut-être de la France, je ne sais pas. De la France, ça serait un peu, historiquement, ça serait un peu faux. Non, du département de l'Ain, oui, assurément. Alors, je crois que c'est une histoire qui commence. Oui. C'est une histoire qui commence en 1909 par, je crois, la rencontre à la fois d'un terrain qui se prêtait à ces essais d'aéroplanes, au terrain de Bellièvre, au lieu-dit de Bellièvre, et puis d'un homme, Louis Moutier, qui était un passionné et qui s'était acheté un Blériot 11 et qui lui a permis de se former tout seul comme pilote, de passer son brevet de pilote, et puis très rapidement, dès 1911, d'ouvrir une école bressane d'aviation de façon à communiquer sa passion aux autres. Donc cette école va s'ouvrir en février 1911, elle va fonctionner pendant 2-3 ans, et puis elle va s'arrêter en 1914 après un accident tragique qui aura la vie des deux frères Salvez. Et il faudra attendre le début de la Première Guerre mondiale, 1915, pour revoir créer une école de formation de pilotes militaires, l'école Voisin, qui sera très importante et formera près de 2000 pilotes militaires. Alors après, il y a la période 39-42. Alors, après la guerre, il y a un grand vide au niveau aéronautique pour Ambérieu, qui a été compensé par les activités industrielles et par les sociétés qui se sont installées. Et il faudra attendre 1929-1935 pour avoir à nouveau une troisième école, l'école Caudron, qui viendra s'installer à Ambérieu pour former les pilotes civils, puis les pilotes militaires, ce jusqu'en 1938. À partir de là, l'État va décider d'utiliser les emplacements en place pour réaliser l'assemblage de bombardiers, le Léo 45, qui va donc se réaliser entre 1939 et 1942, jusqu'à ce que les Allemands occupent définitivement la zone libre. À partir de là, un grand plat, puisque un grand vide, la base était occupée par les Allemands puis par les Italiens, et je dirais, il a fallu attendre septembre 1944 pour revoir une activité opérationnelle, avec l'arrivée de groupes de chasse en provenance d'Afrique du Nord qui menaient des combats sur les Vosges et en Alsace. En janvier 1945, ces groupes de chasse sont partis et l'activité de ce site est devenue un peu typique d'une base aérienne et a réalisé donc des réparations d'avions complets, tout d'abord, des P-47, jusqu'en 1966. Et puis à partir de là, des missions beaucoup plus traditionnelles de la base sur la réparation d'équipements électroniques, d'équipements de télécommunications, tels que nous les connaissons encore aujourd'hui. Alors aujourd'hui, cette base d'Ambérieu, c'est combien de personnes qui y travaillent et quelles sont les différentes missions? Voilà, aujourd'hui, donc la base d'Ambérieu représente 1200 personnes, civiles et militaires, et nous avons des missions de fabrication d'équipements, des missions de réparation et des missions de confection d'équipements. Alors, par exemple, les sièges, l'ensemble des équipements de sécurité, de survie et de sauvetage de nos pilotes sont réalisés ou entretenus au sein de cet établissement, que ce soit les masques, les combinaisons étanches, tout ce qui a trait à la survie de pilotes. Là, donc, nous voyons par exemple un exemple de pactage de survie de pilotes avec un certain nombre d'équipements de survie. On y fait aussi des essais de vérification de bonne tenue des combinaisons étanches lorsque les pilotes s'éjectent en mer, vérifier qu'il n'y a pas d'eau qui rentre à l'intérieur. Donc ce sont des activités normales et actuelles de la base. Alors la base, on ne peut pas la manquer quand on arrive à Ambérieu, parce qu'il y a quand même un beau symbole, hein, c'est un Mirage 3. Il y a effectivement je connais la réponse que vous me l'avez soufflé. Il y a effectivement un Mirage 3 qui a été offert par la base à la ville d'Ambérieu, et donc qui symbolise un peu cette osmose qu'il y a entre la ville d'Ambérieu et puis sa base. Alors Jean-Pierre Mordant, on dit qu'Antoine de Saint-Exupéry aurait fait son premier vol ici à Ambérieu.
Oui, tout à fait. Et puis d'ailleurs, Marius Roche, dans un livre qu'il vient de sortir, Des ailes et des hommes, le rappelle et en donne l'anecdote. C'est effectivement en 1912 que le petit Antoine de Saint-Exupéry a eu l'occasion, avec un des frères Salvez, de réaliser son baptême de l'air et peut-être de lui donner cette vocation qu'il ne l'a pas quittée jusqu'à sa mort. Alors, vous citiez le livre de Marius Roche. Il faut dire que Marius est le président du comité d'histoire de l'aviation des Pays de l'Ain, et donc il vient de publier Des ailes et des hommes. C'est un hommage vibrant à tous ceux qui ont contribué à la naissance de l'aéronautique dans ce département. Oui, c'est un ouvrage original. Je crois que c'est le premier département qui réalise un ouvrage qui est dédié à son aéronautique. Voilà. Eh bien, merci, colonel Jean-Pierre Mordant. Bonjour Michel Vanet, alors vous êtes bibliothécaire dans cette ville d'Ambérieu et membre de l'association pour l'autobiographie et le patrimoine autobiographique. Alors, vous collectez les récits, mais les récits de qui ? Les récits de vie de toutes sortes de personnes, parce que pour écrire sa vie, il n'y a pas besoin d'être célèbre, et tout le monde peut virtuellement écrire sa vie. Il n'y a pas qu'Antoine de Saint-Exupéry, voilà, par exemple, qui peut écrire. Oui, oui. Alors, voilà. D'après vous, d'après votre association LAPA, tout le monde a quelque chose à raconter, à dire, et ça peut intéresser d'autres personnes, c'est ça ? Oui, tout le monde a un témoignage à transmettre. Et puis aussi, l'écriture personnelle, c'est un moyen de réfléchir. C'est une sorte d'hygiène, finalement, d'écrire. C'est comme la gymnastique. Ou la prière. C'est une activité qui isole un peu, peut-être, l'écriture de soi. Et notre association, elle veut mettre de la convivialité dans cet acte qui isole. Et donc, on a fondé une association qui accueille les textes, qui les lit, qui écrit aux auteurs pour les remercier, pour les fêter un peu, parce que c'est une réussite d'écrire sa vie. Tout le monde a beaucoup de choses à dire, mais tous n'arrivent pas à écrire. Alors Michel, moi j'arrive pas bien à comprendre comment vous permettez, vous, Michel Vallat et puis LAPA, de juger que tel texte est bon et tel autre n'est pas bon. Alors voilà, on ne juge pas, on accueille tous les textes. Et contrairement aux éditeurs qui, eux, lisent avec des dollars dans les prunelles, nous accueillons tous les textes parce que toutes les vies, chaque vie en vaut bien une autre. Et donc nous les lisons, nous les lisons en sympathie, nous ne les lisons pas avec un crayon rouge à la main, nous les lisons, c'est une lecture d'accueil. Et alors, ces échos de lecture, nous les réunissons, nous n'éditons pas les textes, bien sûr, on a inventé un autre système pour qu'ils soient pris en compte. Et on publie les échos de lecture dans une sorte de catalogue indexé. Garde-mémoire déjà, le garde-mémoire, un titre révélateur. Voilà, et comme ça, à distance, un chercheur peut étudier ces textes, il peut voir le contenu de notre fonds conservé dans la médiathèque d'Ambérieu, qu'on voit sur la couverture de cet ouvrage. Notre médiathèque est une ancienne halle au grain, une grenette. D'accord. Mais alors, n'importe qui, entre guillemets, peut vous soumettre ces textes, ces récits de vie ordinaire, et n'importe qui peut se documenter, aller lire le texte comme ça ? Oui, alors bon, après un petit entretien, parce qu'on voit qui vient, mais disons les chercheurs, surtout les anthropologues, les sociologues, les historiens. Les historiens maintenant ont terminé de s'intéresser à la grande histoire, ils voient l'histoire à hauteur d'homme, et ils viennent chercher des témoignages sur l'histoire des sentiments, l'histoire de l'enfance, l'histoire de la femme, des sentiments politiques, etc. Donc, chers téléspectateurs, si vous avez écrit votre vie, mais vous l'adressez sans complexe à l'APA, donc à la bibliothèque d'Ambérieu. Et Michel Vanet et son équipe s'en occuperont. Une petite visite dans une chapelle, c'est la chapelle de Saint-Germain. Et là, il vous faut prendre rendez-vous avec Renée Pontarolo. Et elle vous racontera donc l'histoire de cette chapelle qui fut construite en 1792 et qui est dédiée à la Vierge. Et c'est la chapelle Notre-Dame de la Côte. Alors là, il y a un remarquable rétable à 7 compartiments représentant la vie de la Vierge.
Voilà, c'était à Saint-Germain, un autre quartier, hein, comme pareil, un autre quartier d'Ambérieu. Allez, on va revenir à Ambérieu avec vous, Christian Arzalier, avec votre festival, c'est le 5e du nom, Festival international de diaporama. Alors, combien de nations vont participer du 30 au 2 mai? Alors du 30 avril au 2 mai, eh bien, il y a 11 nations qui vont participer. Donc ça va aller bien sûr de la France, parce que c'est quand même le pays où nous vivons, et où il se fait encore beaucoup de diaporamas, mais en passant par un bon nombre de pays de l'Union européenne, mais pour aller jusqu'à la Roumanie, la Hongrie, et même jusqu'à l'Australie. Alors, combien de diaporamas vous avez reçus et combien ont été retenus? Nous avons reçu 81 diaporamas, ce qui n'est pas une petite somme. Pour vous donner un ordre d'idée, le festival qui nous a précédé en France, puisque nous sommes environ 3 festivals à faire du diaporama international sur la France, le festival précédent avait reçu environ 45 diaporamas. C'est pour vous dire que nous avons été gâtés et que le tri a été difficile. Donc 46 œuvres ont été sélectionnées et ces 46 œuvres seront projetées au public. Alors, pourquoi vous défendez avec tant de passion et d'ardeur le diaporama, Christian Arzalier? Pourquoi je défends le diaporama? Eh bien, ça rejoint un petit peu ce que disait Michel Vanet. Je crois que chacun a quelque chose à dire. Et que le diaporama, c'est un moyen d'exprimer ce que l'on a à dire. C'est une forme d'expression. Alors, que l'on veuille faire du reportage, que l'on veuille faire du documentaire, que l'on veuille faire de la fiction, que l'on veuille faire du récit de vie, un peu comme je le fais moi, puisque en même temps que je suis organisateur, je suis aussi réalisateur, et je travaille plutôt dans ce domaine-là, mais c'est un moyen de s'exprimer et de trouver une façon originale, un peu à part du cinéma, un peu à part de ce que l'on peut voir à la télévision, une façon d'être soi-même et de montrer ce que l'on peut faire. Alors, donnez quelques rendez-vous aux téléspectateurs. Quelques rendez-vous importants. Le rendez-vous important, le point de départ, c'est vraiment le jeudi 30 avril à 20h30, la première séance de projection devant le jury. Parce que c'est un festival international, nous avons donc un jury international avec des étrangers qui participent à ce jury. C'est donc vraiment le point de départ, avec ensuite bien des séances, donc le jeudi soir 20h30, le vendredi 9h30, le vendredi après-midi 14h30 et le soir 20h30. Et puis, parallèlement, il faut signaler, donc il y a ce festival du diaporama et il y a des expositions de photographie. Oui, nous avons souhaité faire du festival, enfin j'ai souhaité avec l'équipe qui s'en occupe avec moi, parce qu'organiser un festival diaporama, c'est comme toute grande manifestation, c'est un travail d'équipe et ça ne peut pas se faire seul. Nous avons souhaité qu'il y ait une véritable fête de l'image. Alors nous avons hésité, l'année dernière, notre pays invité d'honneur était l'Italie. Cette année, nous nous sommes dit, pourquoi pas donner un petit coup de pouce à un pays qui a connu beaucoup de difficultés dans les années 90, la Lituanie. Donc nous avons une expo photo sur la Lituanie, avec beaucoup de recherches sur la vie dans les campagnes, les photographes qui ont beaucoup travaillé là-dessus. Nous avons un petit peu laissé de côté tout ce qui était photographie d'avant-garde, qui pour nous, à la limite, serait plutôt ce que l'on a vu en France il y a 20 ou 30 ans. Donc nous avons plutôt insisté sur le côté reportage, documentaire de la vie de tous les jours en Lituanie. Et puis il y a 2 photographes donc, de la région qui exposeront aussi donc, lors de ce 5e festival de diaporama et ça se passera ici en Ambérieu à partir du 30 avril. On mange bien ici dans le budget, on va regarder un petit peu cette table des produits du terroir. On va commencer par les douceurs, tiens, avec les réalisations de Sabine Grattard. Il faut dire que Sabine a reçu le premier prix fait des dragées en 1998 à Paris au Salon international de la confiserie. Et Sabine Grattard est aussi vice-championne de France de la présentation de vitrines. Et elle fait partie donc de Sabine de ces artisans qui aiment passionnément leur métier et qui sont toujours en train d'évoluer et de trouver des bonnes idées. Il y a aussi donc des chocolats, la galette à la crème, bien sûr, obligée. Et puis une autre spécialité bugiste, c'est le ramequin. Hein, c'est une grande tradition qu'on devait déguster, à mon avis, dans les grangeons, hein, dans ces petits cabanons, dans les grangeons autrefois. Donc ça, c'est un fromage maigre de vache. Et on nous a donné aussi la recette, si vous voulez vous amuser à faire. C'est une sorte de fondue. Hein? Oui, c'est une fondue. Oui, on coupe le fromage en lamelles. Puis on met de l'ail, de la crème, voilà. Donc ça, c'est le ramequin, c'est la spécialité bugiste. Et bien sûr, ça se déguste avec les vins du budget. Tout de suite, c'est l'agenda d'Adrien. Bonjour à tous. Si vous souhaitez des informations concernant Ambérieu en Bugey et notamment des livres traitant de l'histoire et du patrimoine de la ville, adressez-vous en mairie du lundi au samedi matin au 04 74 46 17 00. Si
Si la démarche de l'Association pour l'autobiographie vous intéresse, vous pouvez les appeler au 04 74 38 37 31. Pour découvrir les collections du musée du Cheminot, dont l'entrée est gratuite, notez bien ce numéro, le 04 74 46 84 67. Sachez que le musée est ouvert tous les samedis ainsi que les dimanches après-midi. Du lundi au vendredi, il vous faudra prendre rendez-vous. La 5e édition du festival de jazz d'Ambérieu, intitulée Jazz dans le parc, aura lieu les 10 et 11 juillet prochains. Cette manifestation est organisée par la MJC d'Ambérieu, dont voici le téléphone, le 04 74 38 24 15. Enfin, le festival international de Diaporama ouvrira ses portes ce jeudi 30 avril jusqu'au 2 mai à l'espace 1500. Renseignez-vous au 04 74 34 63 95. On se retrouve samedi prochain à Saint-Genis-sur-Guiers, dans le département de la Savoie. Mais tout de suite, le passé recomposé, lui, vous amène en Haute-Savoie visiter le musée des musiques mécaniques et ça se passe au G. La station des Gets en Haute-Savoie possède un remarquable musée des musiques mécaniques. Il réunit 400 pièces, tout en état de marche, que les bénévoles responsables du musée ont été chercher partout en Europe. C'est une aventure qui a démarré en 1982 à l'occasion d'une fête du village. Nous avions invité un joueur d'orgue de Barbarie pour l'animation et ça a été le coup de cœur du comité des fêtes de l'époque et des Gétois et nous avons lancé l'idée d'un regroupement des joueurs d'orgue européens et cela a été le premier festival international de la musique mécanique en 1983. À l'occasion de ce festival, nous avons présenté une exposition d'instruments grâce aux prêts des différents participants au festival. Et l'idée est venue qu'il fallait préserver ce patrimoine dans un musée public en France. Et depuis, pendant une quinzaine d'années, nous avons couru l'Europe pour agrandir cette collection. Nous avons donc ici un véritable orgue de Barbarie avec son jeu de tuyaux d'orgue et son cylindre pointé sur lequel est noté donc 8 airs de musique. Les régions d'horlogerie, donc on a fabriqué à Cluses, où il y avait l'école nationale d'horlogerie, il y a eu une fabrique de boîtes à musique qui malheureusement avait été détruite dans l'incendie de Cluses. Il y avait aussi sur Chambéry une fabrique de piano mécanique et puis surtout une grande tradition des Savoyards qui se sont expatriés, pas seulement comme rameneurs, mais aussi comme colporteurs et notamment colporteurs de chansons. Et on a beaucoup de documents qui présentent des Savoyards avec leur orgue de Barbarie à travers toute l'Europe. Cet instrument est un duo violon-piano qui a été prévu pour le cinéma muet et construit en 1925. Alors, ce qui est au-dessus de vous représentait l'écran. Voilà, c'est-à-dire exactement. Et généralement, d'ailleurs, la partie violon était prévue au-dessus du piano, mais pour des raisons de hauteur, et pour ce cinéma muet, on l'a construit à côté du piano. Alors cette pièce est rarissime puisque c'est le dernier exemplaire qu'on a retrouvé de ces instruments pour cinéma muet. Il en existe encore un certain nombre dans la version classique, c'est-à-dire violon au-dessus du piano. Autour de ce musée, puisque depuis son ouverture en 88, nous avons acquis un manège de chevaux de bois qui anime la place de la mairie tous les étés, un orgue philharmonique, là c'est monument historique, est installé dans l'église, permet d'animer les cérémonies, et a permis aussi d'ouvrir une classe d'orgue dans le cadre de l'école de musique. Dans cette même école de musique, il y a une activité de perforation de carton qui s'est également lancée. Le directeur de l'école se passionne pour cela et crée des airs sur ces cartons et les utilise ensuite pour faire chanter la chorale des Gets sur des airs d'orgue de Barbarie.
l'école de musique est en lien étroit avec le musée. Tous ces automates, tous ces orgues automatiques, etc. sont fabuleux, quoi. Donc ça crée une ambiance, ça crée une passion. Tout le village vit par rapport à ça. En tout cas, moi-même, je le ressens. Et je le transmets surtout. On va terminer avec de la musique plus jazzy, avec Oléo Group, qui est soutenu par la MJC d'Ambérieu. D'ailleurs, Oléo Group a sorti une cassette qui s'appelle Kuna. Alors, on les écoute tout de suite et je vous donne rendez-vous à samedi prochain, 13h15, en Savoie. Above you, above with its cool evening light, that's shining at night in Tunisia, never does it shine so bright. The stars in a glow in the heaven, but only the wise understand that shining at night in Tunisia, that goes to the desert sand. Once there is an exotic to be told, it shadows deeper night in the world of ages old. The clouds of the dead seem to vanish, the ending of their weeks will lead. It's wonderful night in Tunisia where the nights are filled with peace. Shining at night in Tunisia, never does it shine so bright. The stars in heaven, but only the wise understand that shining at night in Tunisia, that goes into the desert sand.